Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors nous recevons ce matin dans la Libre Information, cher ami, Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit, pour comprendre dans quelle mesure l'explosive réforme des retraites est-elle une injonction de la Commission européenne, car cette vassalisation à Bruxelles est totalement passée sous silence, vous le savez, dans les médias et dans l'opposition politique. On va essayer de comprendre pourquoi, et nous parlerons aussi, bien sûr, du scandale de la dette française indexée sur l'inflation. Bonjour Charles-Henri Gallois, vous êtes président de Génération Frexit, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas Vidal, ça va et vous ? Je suis en pleine forme. Alors ce matin, dans la ligne droite, chers auditeurs, on va parler de cette réforme des retraites qui fait tant parler. Et Emmanuel nous l'a dit, était à Rungis ce matin pour nous dire que le bon sens du travail, les Français le comprendraient. Comment vous réagissez finalement, Emmanuel Macron, là, qui ce matin continue à nous asséner la réforme des retraites sous l'alibi du travail finalement, Charles-Henri Gallois ? Je trouve ça d'un cynisme absolument inouï. J'ai entendu la même chose de la part de Stéphane Séjourné, d'ailleurs, qui est le chef de En Marche au Parlement européen, qui nous explique qu'en fait, ça serait une question de valeur travail, que seul En Marche défendrait la valeur travail. Mais ils se moquent de qui, ces gens-là ? Parce que concrètement, ça veut dire quoi, cette réforme des retraites, qui va repousser l'âge légal, je le rappelle, de 62 à 64 ans. Vous savez très bien, et d'ailleurs même dans des bureaux ou autres, après 55, 60 ans, vous avez très peu de monde. Et quand on regarde les statistiques, on voit qu'après 60 ans, vous avez plus de 50% de la population qui ne travaille pas. Donc concrètement, ça veut dire quoi, repousser l'âge de 62 à 64 ans ? S'il n'y a pas de travail ou que les entreprises n'embauchent pas les seniors, ce qui ne va pas changer radicalement, ça peut peut-être un petit peu augmenter. Ça ne veut pas dire que les gens vont travailler 2 ans de plus. Ça veut dire que les gens vont être au chômage, voire au RSA 2 ans de plus. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? Ça veut dire en fait que vous n'allez pas partir à la retraite à taux plein, vous allez avoir une décote et donc des retraites qui vont baisser. Et le sinistre de cette réforme, c'est de nous dire en fait, vous allez travailler plus. C'est même pas le cas. Déjà, les gens ne veulent pas. Et surtout qu'ils vont avoir une retraite de misère. Donc baisser le niveau des retraites pour des gens qui ont travaillé quasiment toute leur vie, c'est pas valoriser le travail, en gros, c'est le détruire et c'est paupériser les gens. Et ça, c'est évidemment un scandale et c'est, quand on y réfléchit bien, c'est le fond de cette réforme. Oui, alors comment comprendre ? Une dernière question là-dessus. Après, on parlera de bien sûr la Commission européenne, ses injonctions, et vous nous en parlez, vous connaissez bien le sujet. Emmanuel Macron, il fait toujours ce lien il fait le lien ce matin entre le bon sens des Français, le travail, alors que près de 70% des Français sont opposés frontalement à la réforme des retraites. Et c'est pas un peu de la provocation de la part d'Emmanuel Macron d'en appeler au bon sens des Français, Charles-Henri Gallois, tout de même ? Si, et c'est de la provocation, surtout qu'il y a tout un tas de personnes chez eux, je pense notamment au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement travaillé de sa vie, il a toujours fait de la politique. Donc parler comme ça, ces gens-là, dont une grande partie n'ont jamais travaillé de leur vie, qui donnent des leçons en fait de travail, de bon sens aux Français, c'est absolument insupportable. Et vous parliez ça va faire le lien peut-être avec l'Union européenne, de l'opposition massive des Français en fait à cette réforme. On voit selon les sondages, grosso modo, vous avez 73% des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, donc c'est absolument énorme. Il y a 93% des actifs. Donc les gens qui travaillent, contrairement à ce qu'il dit, sont massivement opposés à cette réforme des retraites. Et toute personne de bon sens doit se dire, s'interroger du moins, pourquoi quand il y a une telle opposition massive, alors que cette réforme n'est ni urgente d'un point de vue financier, on était encore en excédent en 2021-2022, on nous parle d'un hypothétique déficit important à horizon 2030, donc il n'y a pas d'urgence, toute personne opérationnelle se dit pourquoi en fait il se précipite. J'ai même vu Jacques Attali expliquer que c'était pas urgent, nécessaire, pourquoi en faire autant et mettre toute la France dans la rue. Et j'ai vu aussi ce week-end Ouest France qui disait pourquoi Macron s'obstine-t-il. Sauf que quand on lit leur texte, toutes les raisons dont ils parlent sont absolument mauvaises. Certains disent c'est pour raffermir sa base qui est favorable, donc quand vous regardez même les sympathisants macronistes, c'est beaucoup plus divisé que ça, c'est du 50-50. Donc tous les arguments donnés, en réalité, ne tiennent pas la route et ne permettent pas de comprendre pourquoi Macron veut faire cette réforme coûte que coûte, malgré une opposition massive des Français, des syndicats et même de l'opposition politique. Donc on peut y voir, selon vous, Charles Gallois, la main de l'Union européenne, les injonctions bruxelloises, et notamment, parlons-en,
du plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Donc c'est ça finalement qui pousse Emmanuel Macron à imposer ça coûte que coûte contre vents et marées populaires finalement. Mais évidemment, et je ne comprends pas pourquoi en France il y a une sorte de pudeur ou de fierté à ne pas le dire. C'est même pire que ça. Vous avez les grands médias et certains politiques ou fact-checkers qui font de la désinformation et qui passent plus, je pense notamment à Aurore Lalucq, qui passent plus de temps, j'ai l'impression, à défendre l'Union européenne en disant que l'Union européenne n'aura rien à voir qu'à s'opposer à la réforme des retraites. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus cash, si j'ose dire. Vous regardez en Belgique, et même un article du Point qui expliquait très clairement que pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne, la Belgique devait faire la réforme des retraites. Le Point, quand c'est en France, on nous dit que ça n'a rien à voir. Vous avez en Espagne, dans les médias espagnols, il y avait dans El Mundo l'ancien ministre des Affaires sociales, au moment de la signature du plan de relance de l'Union européenne, M. Escribá, qui expliquait que la réforme des retraites était clé pour obtenir les fonds du plan de relance. C'est la même chose, Pedro Sanchez l'a aussi reconnu. Donc c'est largement admis en fait dans les autres pays. Il n'y a pas de pudeur ou de maquillage. Charles Gallois, je me permets, Charles Gallois, comment vous l'expliquez finalement cette pudeur? Mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas une pudeur à ce niveau-là. Je l'ai dit en introduction, vous avez les médias qui n'en parlent absolument pas ou très peu, l'opposition aussi qui en parle très peu. Regardez de la LFI ou du RN, on parle très peu de la filiation entre l'Union européenne et la réforme des retraites. Bardella en a parlé rapidement, Mélenchon en avait parlé à Marseille il y a 10 jours. Comment vous l'expliquez, vous, finalement, qu'il y a cette pudeur générale à ne pas aborder, affronter le vrai problème qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, je pense que du point de vue RN et FI, leur tactique est vraiment de se battre à l'Assemblée contre la réforme des retraites. Ils ne rentrent pas, en gros, dans le détail qui l'a fait. Ils ne veulent pas de cette réforme et ils se disent on va se battre au maximum. De la part des grands médias et des politiques pro-Union européenne, évidemment qu'une réforme aussi impopulaire imposée par l'Union européenne, ils ne veulent pas en parler. Mais ce qui est dingue, c'est que les soi-disant aussi autoproclamés fact-checkers comme Julien Pain, ils ont quand même pondu un sujet pour dire non, la réforme des retraites n'est pas imposée par l'Union européenne. Mais ces gens-là ne travaillent pas ou ces gens-là ne lisent pas les textes. Quand vous regardez le fameux accord du plan de relance de l'Union européenne de 2020, il était mis explicitement que pour obtenir les fonds, il fallait que les plans de résilience présentés par les gouvernements, les plans budgétaires en d'autres termes, soient en cohérence avec les recommandations de l'Union européenne. Alors les recommandations, c'est les fameuses grandes orientations des politiques économiques. C'était plus ou moins vague, il parlait de recommandations, mais sans le citer. Il y a eu un communiqué de presse de la Commission un mois plus tard, qui était plus explicite et qui nous expliquait qu'il s'agit des recommandations 2019 et 2020. Quand vous regardez les recommandations 2019, oh, miracle, il y a la réforme des retraites dedans. Donc ça veut bien dire que pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne, il faut faire cette réforme des retraites. Et là aussi, miracle, dans le plan de résilience de la France présenté à l'Union européenne, il y avait d'ailleurs la réforme de l'assurance chômage qui était dedans, qui vient aussi de ces fameuses recommandations de la Commission européenne, et vous aviez la réforme des retraites. Alors sur la réforme des retraites, le seul bémol, mais ça c'était un accord entre Macron et la Commission européenne, parce que cette réforme hautement populaire, donc il ne fallait pas la passer avant l'élection présidentielle de 2022. Sinon, Emmanuel Macron risquait de perdre. Donc, il y a eu cet accord. Il est explicite dans le document. Ils disent qu'il va y avoir la réforme des retraites dès que la situation économique le permettra. Alors, ils jouaient sur le Covid pour dire ça. En réalité, c'était de la passer juste après l'élection présidentielle. C'est exactement ce qui se passe. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Macron veut passer coûte que coûte cette réforme qui va avoir un coût politique pour lui absolument énorme. Alors, il y en a un qui a lâché le morceau récemment, c'était sur le plateau d'LCI notamment, c'était Alain Minc. Je vous propose, bien entendu, d'écouter Alain Minc pour voir ce qu'il disait, Alain Minc. Il est inenvisageable qu'elle ne passe pas, et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire. Pourquoi il faut faire cette réforme ? Nous avons 3 000 milliards de dettes. Le taux d'intérêt que nous payons est très proche de celui de l'Allemagne, ce qui est une espèce de bénédiction peut-être imméritée. On ne paye que 0,5 % de plus que les Allemands. Le marché, c'est un être primaire. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot ? Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur pour 3 000 milliards, on fait attention à ce que pense son créancier. Cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder. Peu importe les concessions qu'il va falloir faire.
Alors, Alain Minc qui le dit, le marché est un être primaire, finalement. Est-ce que vous aussi, Charles-Henri Gallois, et après on parlera de la dette sur l'inflation, finalement, vous pensez que les marchés financiers aussi sont derrière et qu'Emmanuel Macron veut faire plaisir au marché avec cette réforme des retraites, ou pas? Moi, je pense que la réflexion d'Alain Minc est un petit peu primaire aussi, parce que on peut se dire les marchés financiers, si c'était le cas, la France aurait du mal à placer ses obligations d'État, elle aurait du mal à placer sa dette d'État. Or, quand on regarde toutes les émissions, et je l'ai notamment fait depuis 2015 dans le cadre de ces fameux emprunts indexés sur l'inflation, bien la France, à chaque fois, il y a 2 à 3 fois plus de demandes que d'offres de dette de la France. Ça veut dire que la France n'a absolument aucun mal à placer sa dette à taux fixe, et donc je ne pense pas que cet argument soit valable. Peut-être qu'Alain Minc évoque ces espèces de contraintes économiques là aussi pour dédouaner l'Union européenne, ou du moins pour ne pas en parler. Mais pour moi, du moins à court terme, ça ne tient pas beaucoup la route. Et il y a un autre point qu'il évoque, et ce qui permet de faire la transition avec les emprunts indexés sur l'inflation, ce qu'il dit aussi est faux. En fait, le taux d'emprunt français ne cesse de diverger du taux d'emprunt allemand, précisément parce que la France a émis massivement des emprunts indexés sur l'inflation. Il y a des courbes assez intéressantes qui le montrent. Vous avez une divergence assez importante à partir de 2021. Là-dessus, sur le taux moyen, pas le taux émis à taux fixe, mais le taux moyen du coût d'emprunt de la France, parce qu'il y a une bourde absolument énorme, et on parlait de la réforme des retraites qui permettait d'économiser potentiellement à horizon 2030 10 milliards d'euros. Et la bourde d'avoir continué à émettre à partir de 2015 des emprunts indexés sur l'inflation, ça a coûté 16 milliards d'euros en 2022, ça va coûter 15 milliards d'euros encore en 2023 sur des hypothèses de 2023 d'ailleurs du Sénat qui sont relativement basses. Donc ça coûte beaucoup plus que l'économie qui veut faire de la réforme des retraites. Alors Charles-Henri Gallois, une dernière question, s'il nous reste peu de temps. Je voulais qu'on parle de la dette indexée sur l'inflation. Vous parlez d'un scandale à 15 milliards d'euros. Rapidement, finalement, vous pouvez nous brosser le portrait en quoi c'est un scandale, cette dette sur l'inflation, indexée sur l'inflation? Alors la dette indexée sur l'inflation ne date pas de Macron, elle était avant, mais sauf qu'elle avait été émise à l'époque avec des conditions économiques qui, avec des taux fixes assez élevés, une inflation qui était forte, qui pouvait que baisser, on pouvait se dire l'État pouvait gagner de l'argent. Le scandale, c'est qu'ils ont continué à en émettre à partir de 2015, alors qu'en 2015, il y a eu le bazooka monétaire en fait de la Banque centrale européenne, et tous les spécialistes et la BCE elle-même dans son communiqué expliquaient que c'était pour faire remonter l'inflation. Donc on savait que l'inflation allait remonter, et en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a continué à émettre des titres alors qu'on savait que l'État serait perdant. Et on paye la facture aujourd'hui. La majorité d'ailleurs de l'encours des emprunts indexés sur l'inflation date de Macron, ministre de l'économie maintenant, parce que ça a tourné, on est à 72% qui date de Macron. Donc la responsabilité là-dedans est écrasante. Il n'y a absolument rien qui justifie, quand on sait que l'inflation allait remonter, de ne pas s'être désengagé, d'avoir émis que des emprunts à taux fixe. Et donc la facture qu'on paye à l'heure actuelle, c'est la responsabilité directe de Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, et ça coûte, comme dirait Macron, un pognon de dingue, je l'ai dit, 16 milliards d'euros, 15 milliards d'euros. Et c'est ça aussi qui est révoltant, cette réforme des retraites, c'est qu'on nous parle de volonté et d'économie, mais quand vous regardez l'argent balancé sur les emprunts indexés sur l'inflation, les 13 milliards d'euros qu'on donne chaque année au budget de l'Union européenne en net, les 40 milliards d'euros en net que nous coûte le plan de relance de l'Union européenne, ou même l'absurdité du bouclier tarifaire sur l'électricité, parce que le gouvernement n'a pas le courage, par idéologie, de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, on voit qu'il y a de l'argent, mais dépensé partout, de manière complètement inutile, une gabegie sans nom, et on veut faire travailler les Français, soi-disant 2 ans de plus, soi-disant pour économiser 10 milliards d'euros. C'est évidemment scandaleux, cette réforme, et injuste, elle n'est pas nécessaire. Ben merci beaucoup Charles-Henri Gallois. En tout cas, on n'est pas sorti des ronces. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit. Merci beaucoup et bonne journée. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.